En octobre 1918, l'Allemagne combattait dans la Première Guerre mondiale depuis plus de 4 ans et elle n'était plus en mesure de continuer. Son armée était en retraite et sa population mourait de faim. Elle était en état d'effondrement total. Face à la défaite, les Allemands ont reconnu qu'ils devaient venir à la table des négociations. Le 7 novembre, ils ont demandé un cessez-le-feu, signé 4 jours plus tard. La Première Guerre mondiale était terminée. Il serait facile de penser que la défaite de l'Allemagne était inévitable, qu'elle n'a jamais eu la moindre chance. Les forces réunies de la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Italie allaient inévitablement submerger cette nation et ses alliés inutiles. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a eu des moments où l'Allemagne a presque gagné. En réalité, je pense qu'il est très facile d'imaginer un scénario dans lequel ils auraient pu gagner. Cela pose la question, que se serait-il passé s'ils l'avaient fait ? Si les Allemands avaient gagné la guerre et dicté la paix, qu'auraient-ils fait ? Auraient-ils agi comme lors de leur victoire sur la France 40 ans plus tôt pendant la guerre franco-prussienne ? À la fin de la guerre, les Allemands ont imposé des conditions assez modérées aux Français, sans être aussi agressifs qu'ils l'auraient pu. Ou bien les Allemands se seraient-ils comportés comme ils l'ont fait sous Hitler, en annexant d'immenses pans de l'Europe et en perpétrant un génocide sur leur sujet ? Dans cette vidéo, je vais tenter de spéculer sur ces questions. Bien sûr, nous ne pouvons jamais en être certains, mais ce que nous pouvons faire, c'est regarder ce qu'ils disaient vouloir faire, et certains de ces éléments sont extrêmement intéressants. Mais d'abord, faisons un aperçu de ce qui s'est réellement passé. En juin 1914, l'Europe était en paix et la guerre semblait lointaine. Il y avait des tensions entre les nations, mais elles avaient à peu près été maîtrisées. Puis, le 28 juin, l'héritier de l'Empire austro-hongrois fut assassiné par un nationaliste serbe. Cet acte de terrorisme allait finir par déclencher une escalade stupéfiante qui deviendrait la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. L'Allemagne fut l'un des acteurs les plus importants de cette escalade. Elle déclara qu'elle soutiendrait l'Autriche, quoi qu'elle décide de faire, en réponse à l'assassinat de son héritier. Même quand l'Autriche déclara la guerre à la Serbie, l'Allemagne la soutint pleinement. Puis la Russie mobilisa ses troupes pour soutenir la Serbie, son allié. L'Allemagne vit cela comme une agression et déclara la guerre à la Russie le 1er août 1914. Avec l'Allemagne et la Russie en guerre, une autre grande puissance fut entraînée dans le conflit, la France. La France était alliée à la Russie et 2 jours plus tard, l'Allemagne déclara la guerre à la France. L'Allemagne refusait une guerre défensive. En fait, elle avait un plan pour une victoire rapide, ce qu'on appelait le plan Schlieffen. L'idée était d'envahir rapidement la France et de la sortir de la guerre avant que la Russie n'ait le temps de mobiliser son armée. Pour envahir la France, l'Allemagne voulait passer par la Belgique, évitant la frontière franco-allemande fortifiée. Après l'entrée des troupes allemandes en Belgique, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. Ainsi, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se retrouvèrent à combattre les forces combinées de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. Au début, l'invasion de la France par l'Allemagne se déroula bien. En moins d'1 mois, ils étaient déjà près de Paris. Il semblait que le plan allemand allait fonctionner parfaitement et que l'Allemagne allait remporter une victoire rapide. Puis, lors de la bataille de la Marne, à seulement 60 km de Paris, 1 million de soldats français ont réussi à repousser l'attaque allemande. L'échec de la prise de Paris fut une catastrophe pour les Allemands, car leur plan pour éviter une guerre sur 2 fronts avait échoué. Désormais, ils allaient devoir se battre à l'est et à l'ouest en même temps. Les combats en France ont vite tourné à l'impasse. Cela a dégénéré en une brutale guerre de tranchées, chaque camp s'enterrant pour défendre sa position. Pendant ce temps, à l'est, la Russie était prête pour la guerre plus tôt que prévu. Ils ont tenté d'envahir et de prendre la capitale allemande, forçant ainsi l'Allemagne à se rendre. En août, les forces russes ont envahi la Prusse orientale, mais l'offensive fut un échec total. Les Allemands ont détruit 2 armées russes et les ont repoussées hors de la frontière. Les Russes n'avaient fait aucun progrès et avaient perdu environ 250 000 hommes. Les Allemands n'en ont perdu que 40 000. Fin 1914, la situation paraissait correcte pour l'Allemagne. Ils menaient la guerre sur 2 fronts qu'ils avaient désespérément voulu éviter, mais ils s'en sortaient. En fait, l'année suivante, ils ont même pu passer à l'offensive contre la Russie.
En mai, avec l'appui des Autrichiens, ils ont lancé une offensive majeure et percé les lignes russes. Les Russes ont dû battre en retraite, abandonnant une grande partie de l'Europe de l'Est. C'était un grand succès pour les Allemands, mais ce n'était pas suffisant pour sortir la Russie de la guerre. Sur le front occidental en France, la guerre de tranchées continuait. Les tranchées étaient dans des conditions horribles. Les hommes devaient en faire face au froid extrême, à la boue, aux maladies et à la menace constante des tirs d'artillerie. Il devenait évident que la guerre allait être une guerre d'usure et que tout dépendrait de quel camp épuiserait ses hommes et ses ressources et un vaccin premier. Ceci ne profiterait pas à l'Allemagne. Elle avait une population plus petite que celle de ses ennemis réunis, et elle subissait également un blocus paralysant imposé par les Britanniques. Ces importations fortement limitées provoquaient des pénuries dans le pays. Bien que l'armée allemande soit la meilleure de toutes les nations dans une telle guerre d'usure, l'Allemagne pourrait échouer plus tôt que ses ennemis. L'année 1916 ne s'est pas révélée particulièrement réussie pour les Allemands. Le front de l'Ouest a vu certaines des batailles les plus célèbres de la guerre, comme Verdun et la Somme, mais aucun des deux camps n'a pu faire beaucoup de progrès. Sur le front de l'Est, la Russie a lancé une grande offensive contre l'Autriche-Hongrie, manquant de peu de les sortir de la guerre. Avec l'Autriche-Hongrie au bord de l'effondrement, l'Allemagne a été forcée d'envoyer des ressources et des hommes dont elle avait désespérément besoin pour les soutenir. À ce stade, la situation en Allemagne empirait fortement. Le blocus naval britannique et une mauvaise récolte de pommes de terre ont causé une grave pénurie alimentaire. Désespéré, le gouvernement a distribué des navets habituellement destinés aux animaux à la population. La malnutrition touche surtout la classe ouvrière et les enfants. Cela a entraîné des maladies comme la tuberculose et le rachitisme. Le moral de la population a chuté alors que les gens se lassaient à la fois de la guerre sans fin et de la faim qui l'accompagnait. Au début de la guerre, il y avait eu un fort soutien patriotique à l'effort de guerre, mais cela avait considérablement diminué. En 1917, le moral des civils était très bas et la patience envers la guerre s'épuisait. Des grèves et des manifestations éclatèrent dans les villes allemandes. En avril, plus de 200 000 ouvriers ont arrêté de travailler à Berlin pour exiger la paix, de meilleurs salaires et de la nourriture. Le gouvernement a sévi durement, mais il n'a pas réussi à contenir complètement la crise. Constatant que la guerre tournait mal, les Allemands tentèrent un pari désespéré pour briser l'impasse. Ils décidèrent d'utiliser leurs sous-marins pour attaquer les navires civils dans l'océan Atlantique. L'espoir était que cela affamerait la Grande-Bretagne jusqu'à la soumission. Cependant, cette politique avait un gros inconvénient. Couler des navires civils signifiait que les Allemands tueraient en des Américains, risquant d'entraîner l'Amérique en guerre contre eux. Les chefs militaires allemands savaient en ce risque, mais pensaient que la Grande-Bretagne allait s'effondrer et qu'ils gagneraient la guerre avant l'intervention américaine. Ce pari s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. En 2 mois, les sous-marins allemands ont coulé 10 navires américains et tué au moins 24 citoyens américains. En avril, les États-Unis ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne. Inutile de dire que ce fut une catastrophe pour l'Allemagne. Les États-Unis n'étaient pas un pays ordinaire. Ils étaient la nation la plus riche et puissante industriellement. Les troupes américaines arrivèrent rapidement en France. Cependant, il y avait en fait une bonne nouvelle pour les Allemands. En Russie, la révolution a renversé le tsar et plongé l'armée dans le chaos. À la fin de l'année, les bolcheviks avaient pris le pouvoir et ils promettaient de retirer la Russie de la guerre. Cela aurait pu être un tournant. Un très grand nombre de forces allemandes étaient maintenant libres d'aller se battre en France. Les dirigeants allemands ont surestimé leurs capacités. Après la défaite de la Russie, ils ont tenté de contrôler une grande partie de l'Europe de l'Est, dont les pays baltes, la Biélorussie et l'Ukraine. Les planificateurs allemands voulaient transformer ces territoires en États fantoches contrôlés par Berlin. Les populations locales de ces régions étaient totalement opposées à cela. La résistance, les troubles et l'instabilité étaient généralisés. Les Allemands ont dû laisser 1 million de soldats pour surveiller leurs nouveaux États fantoches. Ces hommes étaient indispensables pour combattre en France, la situation empirant sur place. Pendant ce temps, les troupes américaines arrivaient sans cesse, et très bientôt, il y en aurait bien plus que l'Allemagne ne pourrait jamais espérer vaincre. En dernier recours, l'Allemagne lança une grande offensive en mars 1918 pour tenter de gagner la guerre.
Au début, ils connurent un succès incroyable et atteignirent même la portée de l'artillerie de Paris. C'était de loin la plus grande avancée que l'un ou l'autre camp ait réalisée depuis des années. Cependant, ces victoires ont eu un coût énorme et les Allemands n'ont pas pu soutenir l'offensive. Ils n'avaient tout simplement pas assez d'hommes ni de ravitaillement. Dans les semaines suivantes, la situation a changé. Appuyés par de nombreux soldats américains, les Alliés ont lancé une contre-attaque massive. Appelée l'offensive des 100 jours, elle a brisé les lignes allemandes et forcé leur retraite totale. Pour aggraver la situation de l'Allemagne, ses alliés commençaient à s'effondrer. La Bulgarie a signé un armistice en septembre. L'Empire ottoman a suivi en octobre. Puis, début novembre, l'Autriche-Hongrie, l'alliée la plus proche de l'Allemagne, s'est également rendue. L'Allemagne était désormais complètement seule. La situation intérieure était catastrophique. À cause du blocus britannique, la population mourait de faim. Fin octobre, la marine allemande reçut l'ordre de lancer une attaque suicidaire contre les Britanniques en mer du Nord. Les marins allemands ont refusé. Ils se sont mutinés et leur défi a déclenché une révolution à l'échelle nationale. Les soldats ont refusé de se battre et les ouvriers se sont mis en grève. Début novembre, les villes étaient en révolte. Finalement, le 9 novembre, Kaiser Wilhelm II a abdiqué et s'est enfui aux Pays-Bas. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne a signé l'armistice. La guerre a été terminée. Voilà ce qui s'est passé, la défaite et l'effondrement total de l'Allemagne. Avant d'aborder à quoi cela aurait pu ressembler si l'Allemagne avait gagné, j'aimerais d'abord parler de certaines façons dont cela aurait pu arriver. Bien sûr, il existe une infinité de façons dont l'Allemagne aurait pu gagner la guerre, mais ici, je vais simplement en passer quelques-unes en revue. Un scénario serait qu'ils n'aient pas envahi la Belgique en 1914. Comme dit plus tôt, ils ont agi ainsi pour éviter la frontière française, fortement fortifiée, ce qui les aurait ralentis. L'inconvénient de passer par la Belgique fut d'entraîner la Grande-Bretagne dans le conflit. Avant l'invasion allemande de la Belgique, la Grande-Bretagne hésitait à entrer en guerre. Jusqu'à la fin, ils étaient en fait favorables à rester hors du conflit. Ils ont changé d'avis seulement après l'invasion allemande de la Belgique, protégée par la Grande-Bretagne. Bien sûr, il est impossible de savoir si les Britanniques se seraient jamais impliqués si les Allemands ne l'avaient pas fait, mais je pense qu'il est très possible qu'ils ne l'auraient pas fait. Inutile de dire que si les Britanniques n'avaient pas participé à la guerre, cela aurait facilement pu suffire à l'Allemagne pour gagner. Environ 6 millions d'hommes de l'Empire britannique ont combattu pendant la guerre, surtout en France. Il est clair que sans leur soutien, il est tout à fait possible que l'Allemagne aurait pu submerger les Français. Les Allemands auraient aussi pu gagner si l'Autriche-Hongrie avait été plus compétente. L'Autriche-Hongrie a en réalité été l'un des pires acteurs de toute la guerre, ce qui signifiait que les Allemands devaient toujours envoyer des hommes pour les tirer d'affaire. Un bon exemple se trouve en 1914. Alors que les Allemands envahissaient la France, l'Autriche-Hongrie était envahie par les Russes. L'armée autrichienne a mal performé et perdu beaucoup de terrain. Pour éviter leur effondrement total, l'Allemagne a dû intervenir et envoyer environ 200 000 soldats en renfort. Cela a stabilisé le front et permis à l'Autriche-Hongrie de continuer la lutte, mais cela a peut-être coûté cher à l'Allemagne en France. Avec ces hommes, ils auraient peut-être pu prendre Paris et mettre fin à la guerre comme prévu. J'aimerais aussi envisager un scénario où les Allemands auraient empêché l'implication américaine dans la guerre. Ils auraient sans doute pu y parvenir en évitant d'utiliser leurs sous-marins contre les navires civils dans l'Atlantique. Les Allemands ont en réalité initié cette politique dès février 1915. 3 mois plus tard, ils ont accidentellement coulé le Lusitania avec plus de 100 Américains à bord. Désespérés de garder l'Amérique en dehors de la guerre, ils ont décidé de suspendre cette politique. Cependant, avec le temps, ils sont devenus de plus en plus désespérés et ont décidé de reprendre cette politique en février 1917. En 2 mois, cela a plongé l'Amérique dans la guerre. L'entrée des États-Unis a, selon moi, été déterminante pour la défaite finale de l'Allemagne. Au total, les Américains ont envoyé environ 2 millions d'hommes pour combattre. Ils ont aussi fourni beaucoup de nourriture et de munitions à la Grande-Bretagne et à la France, leur permettant de continuer la lutte. Ils ont aussi accordé une aide financière considérable. Ils ont accordé environ 7 milliards de dollars de prêts, ce qui équivaut à plus de 10% du produit intérieur brut de l'époque.
À titre de comparaison, aujourd'hui, cela reviendrait à ce que les États-Unis prêtent environ 3 000 milliards de dollars à un autre pays. Globalement, la contribution américaine a été immense et il est possible que les Alliés n'aient pas gagné sans elle. Comme vous le voyez, la guerre était très serrée, il est donc possible d'imaginer un scénario où l'Allemagne aurait gagné. Pour la question de la vidéo, à quoi cela aurait-il vraiment ressemblé ? D'abord, il faut déterminer à quel moment l'Allemagne a remporté la guerre. Par exemple, s'ils avaient en gagné vite en 1914, la paix aurait sans doute été assez clémente. Une guerre plus brève et moins meurtrière aurait sans doute suscité moins de ressentiment et de soif de vengeance. L'une des raisons pour lesquelles je pense cela, c'est parce que ce scénario exact s'est en fait produit 4 décennies plus tôt. En 1870, la France a affronté l'Allemagne durant la guerre franco-prussienne, remportée largement par l'Allemagne. Les Allemands auraient pu imposer toutes les conditions aux Français, mais finalement, ils n'ont pas été aussi sévères. Ils ont exigé des réparations et pris une partie du territoire français, mais moins qu'ils n'auraient pu. Je pense que c'est surtout parce que la guerre a été courte. Elle a duré 6 mois, la majorité des combats s'étant achevés en quelques semaines. En avançant rapidement jusqu'à la Première Guerre mondiale, je pense que si les Allemands avaient de nouveau remporté une victoire rapide et facile, les conditions de paix auraient probablement été similaires. En revanche, une victoire allemande en 1918 après 4 ans de pertes et de haine croissante aurait, selon moi, entraîné un comportement totalement différent des Allemands. Je pense qu'ils auraient imposé une paix beaucoup plus dure et punitive et auraient pris beaucoup plus de territoire. Concernant les actions précises des Allemands, nous ne pouvons que spéculer. Cependant, il existe en fait 2 preuves majeures sur lesquelles fonder nos spéculations. Ce sont des éléments concrets qui existent même réellement et que nous pouvons donc étudier. C'est le programme de septembre 1914 et le traité de Brest-Litovsk de 1918. Commençons par le programme de septembre. C'était un document rédigé par le chancelier allemand Bethmann Hollweg au tout début de la guerre. C'est essentiellement une liste de courses. Il liste ce que le chancelier allemand espérait obtenir de la guerre. C'est un document court, d'environ 1 page, composé de 6 sections différentes, chacune liée à un pays ou une région différente. La première section est la plus longue et concerne la France. Le chancelier allemand exige que la région de Brie soit annexée parce qu'elle est riche en minerais de fer. Il énumère également plusieurs autres régions qui peuvent être annexées si l'armée en décide ainsi. Il exige aussi une indemnité de guerre, précisant qu'elle doit être si élevée que la France ne pourra pas, pendant les 18 à 20 prochaines années, consacrer de grosses sommes prontes à l'armement. Il exige également une domination économique totale de la France, réclamant, selon ses propres termes, un traité commercial qui rende la France économiquement dépendante de l'Allemagne, la transforme en notre marché d'exportation et nous permette d'exclure le commerce anglais de France. La deuxième section porte sur la Belgique. Le chancelier allemand réclame encore l'annexion de régions. Il déclare ensuite que si la Belgique est même autorisée à continuer d'exister, elle doit être réduite au statut d'État vassal. Elle doit céder des droits d'occupation dans des ports d'importance militaire. Elle doit mettre ses côtes à notre disposition. Elle doit devenir économiquement une province allemande. Le document indique ensuite que transformer la Belgique en vassal présente les avantages de l'annexion sans les inconvénients politiques internes. Fait intéressant, le nouvel État vassal belge fut en fait agrandi en prenant des terres à la France. Dunkerque, Calais et Boulogne allaient ou l'ont toutes devenir une partie de la Belgique et, par conséquent, des vassaux allemands. Le reste du document est moins long et détaillé, mais contient d'importantes exigences. Le Luxembourg devait être annexé et les Pays-Bas placés davantage sous l'influence de l'Allemagne. Le chancelier allemand a proposé une zone commerciale commune pour, je cite, « renforcer la prédominance économique de l'Allemagne en Europe centrale ». Le document mentionne peu l'Afrique ou l'Europe de l'Est, précisant seulement que des plans viendront plus tard. Comme vous pouvez le voir, le chancelier allemand voulait absolument que l'Allemagne domine totalement l'Europe. Mais cela dit, ce n'est pas aussi agressif que cela aurait pu l'être. Il faut tout de même prendre ce document avec prudence. Ce n'était qu'une note interne, pas une politique officielle. Le public ne l'a jamais vu et on ignore combien d'hommes politiques allemands l'ont lu ou ce qu'ils en ont pensé.
Cela dit, je pense que les autres dirigeants allemands pensaient probablement dans le même sens. L'autre élément clé que nous pouvons examiner de près est le traité de Brest-Litovsk de 1918. Comme l'Allemagne a perdu la guerre, on oublie facilement qu'elle l'a pourtant gagnée sur le front de l'Est. Après sa révolution et son effondrement, la Russie a dû négocier avec les Allemands. Dire que les Allemands étaient agressifs dans leur position est un énorme euphémisme. En fait, lorsque les deux parties se sont rencontrées, la délégation russe a été choquée par l'ampleur de leurs exigences. Ils étaient d'abord réticents, mais ensuite les Allemands ont menacé d'envahir, alors ils ont cédé. Selon l'accord, la Russie a dû renoncer à toutes ses revendications sur une immense quantité de territoire. Elle a perdu la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine et la majorité de la Biélorussie. Ces régions appartenaient à l'Empire russe depuis des siècles, mais le traité interdisait toute implication russe dans leur politique intérieure. Selon les termes du traité, la Russie doit s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de ses territoires. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie détermineront le statut futur de ces territoires en accord avec leur population. Avec cela, l'Allemagne contrôlait désormais une immense partie de l'Europe de l'Est et elle prévoyait d'exploiter au maximum ces régions. Elle voulait les dominer totalement pour en faire effectivement des colonies qu'elle gouvernait comme un empire. Un bon exemple est sa façon de traiter l'Ukraine. Là-bas, les troupes allemandes ont occupé les villes et pris le contrôle des chemins de fer et des mines. Un bureau allemand a été installé à Kiev qui contrôlait le pays comme une administration coloniale. Selon les mots de l'historien allemand Fritz Fischer, les Allemands exerçaient une influence permanente sur l'ensemble du système économique, sur les douanes, les tarifs, les prêts, le commerce extérieur de l'Ukraine, en bref, sur toute sa politique économique. Cela leur permettait non seulement d'observer, mais aussi d'intervenir activement, par exemple dans la création de banques ou la construction de ports. Avec cette emprise sur le pays, l'Allemagne s'est employée à en extraire tout ce qu'elle pouvait. En réalité, elle s'intéressait principalement à la nourriture, car elle en manquait cruellement à l'époque et peinait à nourrir son armée et sa population. Les Allemands ont exigé que le gouvernement ukrainien leur fournisse une quantité énorme de nourriture, notamment 1 million de tonnes de céréales, 200 000 têtes de bétail et un demi-milliard d'œufs. En fait, les Allemands étaient tellement concentrés sur l'obtention du plus de nourriture possible que l'accord a été surnommé la paix du pain. Le traitement de l'Ukraine par les Allemands ressemblait à celui des autres nations sous leur contrôle. Exemple, la Roumanie. La Roumanie n'était pas une ancienne partie de l'Empire russe, c'était un pays indépendant qui avait rejoint la guerre en 1916 contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cependant, lorsque la Russie s'est retirée de la guerre, la Roumanie s'est retrouvée à se battre seule à l'Est et a donc dû se rendre aux Allemands. Tout comme avec l'Ukraine, les Allemands ont exigé beaucoup. Chaque année, pendant la décennie suivante, la Roumanie devrait remettre tout son excédent de céréales à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Elle ne pouvait garder que de quoi nourrir sa population, le reste devant être envoyé aux Allemands. Le traité précisait que la Roumanie ne pouvait exporter de céréales vers d'autres pays qu'après satisfaction totale des besoins de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Dans certains endroits, les exigences extrêmes de l'Allemagne ont en fait conduit à d'importantes souffrances humaines. Par exemple, en Moldavie, les pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments ont provoqué une épidémie de typhus qui a tué environ 80 000 personnes. Après leur victoire à l'Est, les Allemands se sont montrés très durs envers les populations locales. Ils ne se soucièrent que de leurs propres besoins et étaient prêts à infliger beaucoup de souffrances aux populations locales. Donc, avec tout ce contexte posé, je vais maintenant spéculer sur ce qui aurait réellement pu se passer si les Allemands avaient gagné. Le scénario précis que je veux envisager est celui où l'Allemagne aurait réussi son offensive du printemps de 1918. Petit rappel, à ce moment, la situation était mauvaise pour les Allemands. Cependant, il y avait une lueur d'espoir parce que la Russie venait de s'effondrer et de se retirer de la guerre. Environ 700 000 soldats allemands ont ainsi pu être envoyés en France pour tenter de briser l'impasse. C'était la dernière chance de l'Allemagne. S'ils voulaient en gagner, cela devait se faire à ce moment-là, car d'énormes contingents de soldats américains arriveront chaque jour. L'offensive a d'abord très bien réussi et les Allemands ont avancé jusqu'à mi-chemin de Paris.
Le scénario hypothétique que je veux envisager est celui où les Allemands auraient pensé pu poursuivre leur avance et forcer les Français à s'effondrer. Si la France avait quitté la guerre, la Grande-Bretagne et l'Amérique auraient difficilement pu continuer, car les combats étaient en France. Avec cela, l'Allemagne aurait effectivement gagné la guerre et serait devenue le maître incontesté de l'Europe. Donc la question est, qu'auraient-ils fait ? D'abord, je veux réfléchir à ce que les Allemands auraient fait à la Russie. La question principale est ce qu'ils auraient fait concernant la révolution communiste. Les Allemands n'auraient sûrement pas apprécié que la Russie devienne communiste, car cela représentait déjà une menace pour l'Allemagne. Il y avait de nombreux groupes communistes en Allemagne, comme la Ligue Spartacus ou l'Association des travailleurs allemands, et ils travaillaient sans relâche pour instaurer le communisme. La Ligue Spartacus appelait au renversement de la monarchie et à l'établissement d'une république socialiste. Ils ont tenté d'y parvenir en distribuant des brochures révolutionnaires et organisant des grèves. Avant, ces groupes posaient encore peu de problèmes, mais si la Russie devenait communiste, ils pourraient devenir bien plus menaçants. Moscou leur aurait probablement donné de l'argent et des armes pour essayer d'apporter la révolution en Allemagne. En fait, les communistes en Russie parlaient ouvertement de leur désir de révolution mondiale et voulaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour y parvenir. Même en dehors de la menace pour l'Allemagne elle-même, il y avait aussi la possibilité d'une révolution communiste dans l'une des nouvelles colonies allemandes en Europe de l'Est. Cela aurait provoqué énormément de troubles et, au minimum, cela aurait été un énorme casse-tête pour les Allemands. Dans l'ensemble, on peut être sûr que les Allemands n'auraient pas été ravis de voir la Russie devenir communiste. Mais cela laisse tout de même la question suivante. Qu'auraient-ils fait exactement à ce sujet ? Eh bien, il est important de se rappeler qu'après la Révolution russe, les communistes n'ont en réalité pas eu le pouvoir incontesté pendant longtemps. Il y a eu une guerre civile éprouvante qui a duré environ 2 ans, et je pense que les Allemands seraient probablement intervenus dans cette guerre civile pour s'assurer que les communistes perdent. Impossible de dire exactement ce qu'ils auraient dû faire, mais je pense que ce n'était peut-être pas tant que ça. Il aurait peut-être suffi d'envoyer des armes et de l'argent à la coalition anticommuniste. Si cela n'avait pas fonctionné, ils auraient donc dû envoyer leurs propres troupes. Cependant, ils n'auraient pas mené de guerre totale contre la Russie, mais auraient seulement tenté d'influencer une guerre civile déjà très serrée. Il faut se rappeler qu'au début, les communistes n'étaient pas très populaires en Russie. La majorité des Russes étaient probablement contre eux. En fait, il y a eu une élection en novembre 1917 et les communistes n'ont obtenu que 23% des voix, ce qui, je pense, montre qu'ils n'avaient pas vraiment tant de soutien que ça. Je pense qu'il aurait été possible aux Allemands d'empêcher le communisme de prendre le pouvoir en Russie. Une fois que les Allemands auraient réussi à vaincre les communistes, ils se seraient assurés qu'un gouvernement ami prenne le pouvoir. Ils voulaient garder un maximum d'influence sur la Russie et auraient donc tenté de placer un gouvernement sous leur contrôle. Je pense qu'ils auraient aussi obligé le nouveau gouvernement russe à signer un traité très strict, comme l'a fait l'Ukraine. La Russie aurait été contrainte de livrer nourriture, matières premières ou tout ce que demandaient les Allemands. Dans les années suivantes, je pense que cela aurait surtout été l'histoire d'une Russie se rétablissant progressivement et gagnant en puissance, tandis que l'Allemagne perdait peu à peu de son influence. L'Allemagne aurait eu le plus d'influence en Russie juste après être intervenue dans la guerre civile et avoir aidé les anticommunistes à prendre le pouvoir. À ce moment, la Russie aurait été au plus faible après la Première Guerre mondiale, puis la guerre civile. Mais la Russie ne serait pas restée faible pour toujours. C'est un immense pays avec une population énorme. Elle se serait très rapidement rétablie pour redevenir une puissance redoutable. Cela signifierait inévitablement que l'influence de l'Allemagne en Russie diminuerait avec le temps. Pour le reste de l'Europe de l'Est, on peut imaginer ce qui serait arrivé à ces pays en observant ce que l'Allemagne a fait après sa victoire sur le front de l'Est. Je pense qu'elle aurait essentiellement cherché à gouverner toute l'Europe de l'Est comme un empire. Je ne pense pas que ces régions auraient forcément été annexées formellement à l'Empire allemand. Si les Allemands avaient fait cela, cela aurait soulevé tout un tas de questions très compliquées. Les habitants de ces régions seraient-ils tous devenus citoyens allemands ? S'ils avaient tous été citoyens allemands, il aurait fallu leur donner le droit de vote, ce que les Allemands voulaient sûrement éviter.
Je pense qu'il est plus probable que les Allemands auraient laissé l'Ukraine, les pays baltes et la Roumanie officiellement indépendants, mais en réalité sous leur contrôle comme États vassaux. L'Allemagne aurait cherché à garder son influence et à extraire un maximum de ressources économiques de ces régions. Si l'un de ces États avait commencé à se rebeller contre l'hégémonie allemande, je pense que Berlin aurait été très disposé à utiliser la force pour renverser leur gouvernement. Si c'est une possibilité pour l'Europe de l'Est, je veux maintenant examiner ce que l'Allemagne aurait fait en Europe de l'Ouest. Ici, comme vous le verrez, je pense que c'est une question beaucoup plus compliquée. Je pense vraiment que la chose la plus importante à garder à l'esprit, c'est que même si l'Allemagne aurait eu beaucoup de pouvoir pour dicter les conditions de paix en France et en Belgique, elle aurait eu très peu de leviers sur la Grande-Bretagne et aucun sur l'Amérique. L'invasion et la chute de la France auraient permis à l'Allemagne de gagner la guerre et de cesser le combat, mais elle n'aurait pas pu réellement menacer la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne possédait la plus grande marine, rendant l'invasion impossible. Gagner la guerre aurait donné à l'Allemagne une domination totale sur l'Europe, mais pour la Grande-Bretagne, cela n'aurait pas eu tant d'importance. La Grande-Bretagne possédait un empire maritime mondial, le plus grand empire que le monde ait jamais connu. L'Allemagne, même avec une domination totale de l'Europe, n'aurait jamais été en position de remettre cela en cause. Même si l'Allemagne avait vaincu la France, elle n'aurait pas pu imposer la paix à la Grande-Bretagne. En fait, la Grande-Bretagne et l'Amérique auraient théoriquement pu continuer à se battre si elles l'avaient voulu. La grande conséquence de cela, c'est que la Grande-Bretagne et l'Amérique auraient eu beaucoup d'influence sur ce qui serait arrivé à la France. Si l'Allemagne avait tenté de traiter la France de façon extrêmement dure, la Grande-Bretagne et l'Amérique auraient pu refuser de signer un accord de paix. La Grande-Bretagne aurait pu continuer son blocus naval. Ils auraient aussi pu continuer à combattre l'Allemagne dans les colonies. Dans l'ensemble, si l'Allemagne voulait un accord de paix incluant la Grande-Bretagne et l'Amérique, elle devait traiter la France d'une manière qui leur soit acceptable. La question est donc ce qu'auraient en fait la Grande-Bretagne et l'Amérique. Seraient-ils restés aux côtés de la France pour s'assurer que les Allemands ne soient pas trop agressifs ou l'auraient-ils simplement abandonné ? Eh bien, il y avait certainement des personnes, tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique, qui, je pense, auraient été prêtes à abandonner la France. En Amérique, le mouvement isolationniste était fort. En réalité, le président Woodrow Wilson n'avait qu'un seul pouvoir, car il s'était engagé à ne pas intervenir dans la guerre. Au Congrès, certains pensaient que l'Amérique devait rester hors des affaires européennes. Un bon exemple est le sénateur Robert La Follette. La Follette s'était longtemps opposé à l'entrée de l'Amérique en guerre. Dans un discours devant le Sénat, il a dit « Tenez bon contre la guerre et l'avenir vous honorera ». Tahria. L'homicide collectif ne peut pas établir les droits de l'homme. Participer à la guerre européenne serait, pour notre pays, une trahison envers l'humanité. Je pense que nous pouvons être assez sûrs que si la France s'était effondrée, des gens comme La Follette n'auraient sans pas voulu que l'Amérique fasse quoi que ce soit pour protéger la France face aux exigences de l'Allemagne. Certains en Grande-Bretagne ressentaient aussi cela. Un exemple célèbre était Henry Petty Fitzmaurice, aussi appelé marquis de Lansdowne. Lansdowne fut ministre des Affaires étrangères, puis occupa d'importants postes jusqu'à fin 1916. L'année suivante, il écrivit une lettre demandant à la Grande-Bretagne de quitter la France et de faire la paix avec l'Allemagne. La lettre disait « Nous n'allons pas perdre cette guerre, mais sa prolongation signifiera la ruine du monde civilisé et un accroissement infini du fardeau de souffrance humaine qui pèse déjà sur lui. » Si la Grande-Bretagne et l'Amérique avaient suivi Lansdowne et abandonné la France, je pense que les Allemands auraient été bien plus agressifs dans leurs exigences. Tout à l'heure, j'ai parlé du programme de septembre, le plan élaboré par le chancelier allemand dès le début de la guerre. Pour vous rappeler, le plan était de forcer la France à payer une indemnité et d'annexer une petite partie du territoire français. La Belgique et les Pays-Bas allaient être annexés ou devenir des États vassaux. Je pense que si les Allemands avaient gagné en 1918, ils auraient exigé bien plus que ce prévu dans le programme de septembre. À ce moment-là, ils étaient très amers et pleins de ressentiment après 4 ans de faim dus au blocus naval. On ne peut pas savoir exactement ce qu'ils auraient exigé, mais je pense qu'il y aurait eu de nombreuses exigences comparables à celles du traité de Versailles imposées à l'Allemagne. La France aurait subi des restrictions militaires. Elle aurait aussi dû assumer la responsabilité de la guerre.
Elle aurait probablement dû payer une lourde indemnité et une grande partie de son territoire aurait pu être annexée par l'Allemagne. Je trouve intéressant de spéculer sur ce qui aurait pu arriver à la France après cela. Étant donné qu'il s'agit de la France, je pense qu'on peut dire qu'une sorte de révolution aurait été quasiment inévitable. Je peux imaginer que cela vienne de l'extrême gauche ou droite. La France avait un mouvement ouvrier puissant, ce qui aurait pu favoriser une révolution communiste. Par ailleurs, l'antisémitisme était fort en France alors, donc une révolution d'extrême droite, comme celle des nazis, me paraît aussi plausible. Je pense qu'il est peu probable que la Grande-Bretagne et l'Amérique aient totalement abandonné la France ainsi. Je crois que la plupart des dirigeants des deux pays étaient en fait plus idéalistes et souhaitaient un accord de paix plus juste. Un exemple de personne qui n'aurait pas abandonné la France est le président américain Woodrow Wilson. Wilson était un homme idéaliste et l'une de ses convictions les plus profondes était que les nations avaient le droit à l'autodétermination. Dans son esprit, chaque nation devait pouvoir se gouverner sans être dictée par un État étranger. Wilson a engagé l'Amérique dans la Première Guerre mondiale principalement pour défendre ce principe. Il voulait détruire les anciens empires qui opprimaient les groupes ethniques et créer un nouvel ordre mondial fondé sur des principes libéraux. Lors d'un discours au Congrès en février 1918, Wilson déclara que les États-Unis étaient entrés dans cette guerre parce qu'ils étaient devenus partenaires des souffrances et des indignités infligées par les maîtres militaires de l'Allemagne contre la paix et la sécurité de l'humanité. Puisque l'Amérique était dirigée par un homme idéaliste, il semble difficile d'imaginer qu'ils auraient abandonné la France à l'Allemagne. Il en va de même pour la Grande-Bretagne. Les deux principaux partis contrôlaient presque tous les sièges au Parlement et tous deux étaient fermement opposés à la signature d'une paix séparée avec l'Allemagne qui n'incluait pas la France. Alors, si la Grande-Bretagne et l'Amérique soutenaient la France, qu'est-ce que cela aurait signifié pour le traité de paix ? Eh bien, on peut être certain que l'Allemagne aurait pu exiger beaucoup moins. Potentiellement, ils n'auraient pas pu exiger de réparation ni annexer de territoire. Tout dépendrait de ce sur quoi la Grande-Bretagne et l'Amérique seraient tombées d'accord. Tout se serait joué entre ces deux-là pour décider le sort de la France. Avant de conclure, il convient de mentionner deux autres empires dont le destin aurait changé si l'Allemagne avait gagné la guerre. L'Empire ottoman et austro-hongrois. Ces deux empires se sont effondrés après la Première Guerre mondiale, mais s'ils avaient vraiment gagné, ils auraient survécu. Cela aurait conduit le monde à évoluer d'une manière très différente. Le démantèlement de l'Empire ottoman a façonné les frontières actuelles du Moyen-Orient. Si les puissances centrales avaient gagné la Première Guerre mondiale, les frontières seraient très différentes. Peut-être que le monde aurait fini avec un super-État arabe unique, ce que beaucoup de gens voulaient à l'époque. De même, une multitude de nouvelles nations sont nées de la chute de l'Empire austro-hongrois. Je pense vraiment que l'Empire austro-hongrois aurait toujours eu du mal à se maintenir uni sur le long terme. Sa diversité ethnique était remarquable, et nombre de ces groupes souhaitaient être leur propre nation. Si l'Empire s'était fragmenté, le processus aurait sans doute été plus lent et progressif. Finalement, la seule certitude est que si les Allemands avaient gagné la Première Guerre mondiale, le monde serait aujourd'hui très différent. Bien que je pense que les Allemands auraient été brutaux, je ne pense pas qu'ils auraient été aussi brutaux qu'ils l'ont été pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel que soit le traité de paix conclu, je pense qu'il aurait très probablement été instable. Il y aurait eu énormément de ressentiments et beaucoup de comptes à régler. Peut-être alors que, même si les Allemands avaient gagné la Première Guerre mondiale, ce n'aurait été qu'une question de temps avant qu'une Seconde Guerre mondiale n'éclate.